Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres et l'on va commencer par le Hadès et Perséphone, le tome 2, A Touch of Ruin de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Alors je ne vais pas vous refaire le speech, je pense que tout le monde a à peu près connaît l'histoire. Nous retrouvons nos deux protagonistes, Hadès et Perséphone, qui continuent leur histoire d'amour. Une histoire d'amour un petit peu chaotique, vu que dans ce livre-là, ça va être un petit peu je t'aime moi non plus. Ça m'a beaucoup fait penser à After, parce que Perséphone est assez compliquée dans celui-là. Je m'explique, elle m'a fait penser à une gamine de 15 ans qui avait perdu son jouet et qui tapait du pied pour avoir son petit jouet. Tout simplement. Comment dire, dans toute l'histoire, elle ne fait que se disputer avec Hadès. Il n'y a que ça. Alors il n'y a pas beaucoup de sexe dans celui-là. Il y en a un tout petit peu au début et un peu plus vers la fin. Mais moi, ça m'a fait penser à ça. Elle est très très agaçante. En même temps, Hadès, il est pas non plus très démonstratif. À part pour le sexe, bien évidemment. Mais il y a un gros manque de communication dans leur couple. Ce qui fait que ça donne des scènes assez... assez étonnantes en fait. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une des ex d'Hadès revient dans le tableau, ce qui ne plaît pas à Perséphone, ce que je peux comprendre. Mais au lieu d'en discuter avec lui, elle le prend mal, elle s'en va, et elle ne fait que ça durant presque tout le roman. Ce qui fait que c'est relativement très agaçant, surtout qu'à un moment dans l'histoire, elle va subir un choc personnel. Ce qui va faire qu'elle va avoir besoin d'être bien entourée. Alors elle l'est par ses amis. Elle l'est avec Hécate, qui est une des déesses qui vit en enfer, qui soutient Perséphone. Voilà, c'est une très très bonne amie, c'est la déesse des potions, si je ne me trompe pas, ou de la divination, enfin bref, elle fait beaucoup de choses en même temps. Elle est beaucoup soutenue aussi par Hermès. Hermès, personnage que j'adore, il est marrant comme tout, lui. Il est extra comme mec. On va faire la connaissance d'Apollon, un peu plus d'Apollon, parce qu'on en entend parler un petit peu dans le 1, et là dans le 2, il est un petit peu plus présent, on va comprendre pourquoi dans l'histoire. Et bien sûr, elle va être aussi soutenue donc par son amie... Alors je ne sais plus son prénom. Par sa meilleure amie. Et par sa meilleure amie mortelle. Et voilà, et donc elle est vraiment bien soutenue, mais du début jusqu'à la fin, en fait, ils ne font que se disputer entre guillemets, c'est un très grand mot, mais à chaque fois que Perséphone a une contrariété, eh bien, au lieu d'en parler calmement et d'essayer de comprendre le point de vue d'Hadès, non, elle va s'énerver, elle va pas... comment dire, elle ne va pas comprendre son point de vue à lui, et elle va s'en aller. Elle va pleurer, elle va chouiner, gna 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 gna, pouf. Après, une fois qu'elle se sera calmée, elle va hésiter à aller le voir, mais elle va finir par aller le voir, et ça va être comme ça pendant à peu près tout le roman. On en sait un petit peu plus par rapport à Hadès, son caractère, qui n'est pas non plus très expressif, mais on comprend aussi pourquoi, parce que c'est le dieu des enfers et qu'il a passé presque toute sa vie tout seul. Et du coup, c'est relativement compliqué pour lui de s'ouvrir, parce que là, il a une relation très forte avec Perséphone. Il sait que c'est la femme de sa vie, il sait que ça sera sa reine des enfers, faut juste qu'elle l'accepte. Et donc du coup c'est compliqué pour lui de faire valoir ses sentiments, voilà, il a un petit peu de mal avec ça, mais on peut pas dire que Perséphone est non plus très, comment dire, euh,
elle est expressive, mais pas dans le sens où on le voudrait. Moi, j'ai l'impression que dans celui-là, elle a un peu régressé. J'aurais voulu qu'elle évolue plus. Et d'un autre côté, je me dis que il faut que les deux passent dans cette phase-là, au niveau de leur relation. C'est toujours une phase qu'on doit passer. C'est un peu pour moi la phase de la jalousie qui est là et de la confiance. Et du coup, c'est un peu compliqué pour les deux. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se disputer entre guillemets. Hein. C'est surtout Perséphone qui monte sur ses grands chevaux et qui en fait un peu baver à Hadès. Mais ça reste quand même une belle histoire. Ça se lit toujours aussi facilement. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup moins de sexe dedans. Et voilà, et ça se lit tout seul. Donc Hadès et Perséphone, le tome 2, Touch of Ruin de Scarlett Sinclair, aux éditions Hugo Poche, pardon, je me suis trompée, mais c'est de la romantécie. En deuxième livre, j'ai lu La confiserie de Rosie de Jenny Colgan, aux éditions Prisma. Alors là, on est dans du feel good apparemment. On est avec, donc comme vous le savez, Rosie qui vit à Londres avec son petit copain. Elle est infirmière en intérim. Non, aide-soignante, pardon. Aide-soignante, d'ailleurs elle le dit 20 000 fois dans son livre. Aide-soignante en intérim. Et un jour, sa mère va l'appeler parce qu'elle a besoin d'elle. Sa tante, la grande tante de Rosie, qui s'appelle... Ça y est, je sais plus son prénom. Liliane a besoin d'aide parce qu'elle vient de se faire opérer de la hanche et elle peut plus trop se déplacer et sa mère a très très peur qu'elle se blesse ou qu'elle tombe, hein, c'est possible. Donc du coup elle demande à Rosie si elle ne peut pas aller dans le petit village de Lipton. Et comme Rosie en ce moment ne travaille pas, elle décide quand même de faire plaisir à sa mère. Sa mère qui est en Australie, qui est partie s'occuper des enfants du frère de Rosie. Et donc elle part à Lipton dans ce petit village. Et voilà, et dans ce petit village, donc il va y avoir donc la confiserie qui n'est pas à Rosie, mais qui est plutôt à sa grande-tante Liliane, qui ne s'en occupe plus depuis des années, malheureusement. Et entre-temps, donc, on va être dans une double temporalité. On va se retrouver en 1942, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, avec Liliane jeune qui s'occupe du magasin qui appartient à son père. Hein, à cette époque-là, ça se passe de génération en génération. Et on va comprendre pourquoi Liliane est seule et pourquoi elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle reste seule et qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle soit un peu... Parce que cette femme est un peu acariâtre, je trouve. Elle a un peu de mauvais poil, elle parle un petit peu mal à Rosie, mais il y a quand même une petite complicité qui se fait. Et donc voilà, donc on va auxilier entre Rosie qui arrive à Lipton, qui fait la connaissance d'un peu tout le monde dans le village. C'est vraiment un petit village, tout le monde connaît tout le monde. Hein. C'est génial, ces petits villages-là. Et puis, on va retourner dans le passé en 1942 avec Liliane. Et j'ai trouvé que ce récit au passé était pas extraordinaire. Je m'attendais à un petit peu plus de... Comment dire ? De surprenant. Voilà. Parce que on nous dit derrière la quatrième de couverture, on nous dit que pendant la guerre, il y a eu des querelles familiales et que Liliane cache des lourds secrets qui sont bien gardés. Et du coup, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit, il y a des lourds secrets, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, je m'attends tout de suite à quelque chose. C'est vrai qu'on s'attend tout de suite à quelque chose de gros quand même. Et puis j'ai lu le livre, j'ai lu le récit au passé et bon, je me suis dit oui, d'accord, alors c'est très beau, je ne dis pas le contraire, c'est mignon comme tout, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de plus fort.
Mais toujours est-il que le récit en lui-même est très beau, hein, que ça soit dans le présent ou dans le passé. J'ai bien aimé Rosie qui va arriver à Lipton et puis il va lui arriver des choses assez rigolotes. Il fait beaucoup rire ce livre. Et on va avoir plein de personnages tout à fait tous différents les uns avec les autres. Et, euh, et donc par rapport à ça, Rosie va changer totalement de... Comment dire, totalement d'idée par rapport à ce village. Parce qu'il faut savoir qu'au début, elle n'était pas très très chaude pour arriver dans ce petit village perdu, dans la campagne. Elle n'était pas... voilà. On va dire que son copain l'a pas encouragée non plus. Et puis au final, elle se rend compte que les gens sont sympathiques, qu'il y a que chaque personnage a une histoire différente. Elle va s'attacher à un petit garçon, et puis même à d'autres personnages, hein, et elle va aussi tomber amoureuse. On va vite le comprendre, mais même ça, même l'histoire d'amour qui va naître, elle naît à la fin, presque à la fin du récit. Et en fait, comment dire, elle nous sort ça, l'autrice nous sort ça de son chapeau, et elle nous dit, ben tiens, voilà, voilà ce que j'ai envie de mettre dans mon livre. Donc elle te le sort, toi tu t'y attends pas, tu dis, mais attends, depuis quand est-ce qu'elle est amoureuse d'un tel? Tu dis, bah ouais, tu le voyais pas venir en fait, tu l'as pas venu. Moi je ne l'ai pas vu venir et je ne m'y attendais absolument pas, elle me l'a sorti de son chapeau, de nulle part, et je me suis dit, d'accord, mais il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Et ça, je l'ai quand même regretté. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Voilà. Mais toujours est-il que ce récit est quand même beau. Ça a son intérêt quand même. Et je lirai le deuxième qui apparemment va se passer pendant la période de Noël. Donc La confiserie de Rosine de Jenny Colgan aux éditions Prisma. En troisième livre, je me suis lu un livre historique, Là où sont tes racines, aux éditions Faubourg Marigny, et c'est de Hélène Marie Wiesmann, qui va nous raconter des faits qui se sont réellement passés. Voilà, elle va mais romancer. On est en Allemagne en 1938 avec comme protagoniste Christine, qui est une jeune fille de 17 ans qui habite dans le petit village de Esendal. Je l'avais noté pour m'en souvenir, pour vous le dire. Donc elle vit dans le petit village d'Esendal, donc avec sa famille, ses grands-parents, ses parents, sa sœur et ses deux petits frères. Et ils vivent bien. Voilà, la guerre n'est pas encore totalement là, mais on sent qu'il y a déjà des petites choses qui arrivent et on sent bien qu'il va y avoir une montée du nazisme qui va arriver d'un seul coup et on la sent bien venir. Mais pour l'instant, Christine, elle est amoureuse. Elle est amoureuse d'un jeune garçon qui s'appelle... Oh, moi, les prénoms. Isaac. Isaac Boherman. Christine et sa mère travaillent pour la famille Boherman, qui est une famille très bourgeoise. Le papa est avocat, la maman est mère au foyer, les enfants font de grandes études. Et malheureusement, la vie va changer pour eux, hein, vous vous en doutez bien, vu qu'ils sont juifs. Christine est amoureuse d'Isaac et elle ne se rend pas compte au départ même lui, il ne se rend pas compte au départ de ce qui va se passer, mais le montée du nazisme va venir tout doucement s'implanter dans ce petit village. Ils vont voir d'abord des soldats allemands arriver. Ils vont voir des affiches par rapport aux interdictions des juifs. Donc les juifs ne peuvent plus acheter ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent bientôt plus travailler, exercer certaines professions. Ce qui va être compliqué pour la famille d'Isaac. On s'en rend bien compte. Et il y a aussi la vie de Christine qui va changer parce que même si elle est allemande, malheureusement, Hitler ne fait pas de différence
entre les Allemands et les Juifs. Alors ils ne vont pas, subir ce que les Juifs subissent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des restrictions, ça ne va pas être facile pour eux parce que déjà que la famille de Christine est relativement pauvre, donc ils vont être encore plus pauvres, mais ils vont bien se rendre compte qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal, même s'ils ne comprennent pas tout, même les villageois, ils ne comprennent pas pourquoi il y a cette haine vis-à-vis des Juifs. Et ils vont voir des prisonniers juifs arriver dans le village et ils vont tout faire pour essayer de les aider. Même Christine, elle va, au fur et à mesure de l'histoire, elle va vouloir coûte que coûte savoir où est Isaac et elle va vouloir aussi essayer de sauver sa famille, vu que son père, le père de Christine, va malheureusement devoir aller faire la guerre et il va être envoyé sur le front russe, ce qui ne va pas être évident vu que, comme on le sait tous, les Allemands ont perdu lors de ce front russe, en tout cas ils ont bien reculé. Voilà, ils ont été faits prisonniers, donc son père va être fait prisonnier et la famille va avoir très très peur par rapport au père et Christine et sa mère vont essayer de toujours rester positifs malgré tout ce qui leur arrive, malgré les raids aériens, malgré les bombardements, malgré les restrictions de nourriture, voilà, elles vont tout faire pour essayer de maintenir la famille à flot pour qu'ils puissent se nourrir convenablement, pour qu'ils puissent continuer à vivre comme ils peuvent, mais avec les moyens du bord, on va dire. C'est un très très bon roman. Franchement, si vous voulez connaître la guerre du côté des Allemands, si vous voulez comprendre comment eux-mêmes ont vécu cette guerre, eh bien, lisez ce récit parce que c'est très beau, c'est vraiment très réaliste. Il faut savoir que même si les juifs, les tziganes, les homosexuels ont vécu l'enfer, ça a été aussi pour certains Allemands l'enfer parce que Hitler ne faisait absolument pas de différence. Et si on était contre sa politique, on allait obligatoirement, donc soit en camp de concentration, soit en camp de travail, soit on était fusillé tout de suite, il faisait absolument pas de... Voilà. Mais il fallait vraiment qu'on drop droit avec lui, ou avec ses... C'est pas vraiment lui qui prenait les décisions, c'est plutôt ses généraux, ceux qui les suivaient dans ce truc sanglant, dans cette histoire sanglante. Mais c'est un très très beau récit, c'est très bien écrit, elle nous happe dans cette histoire. Il y a des moments très très forts, des moments très doux, il y a de tout. Il y a de tout. Dans ce livre, il y a de tout. C'est juste magnifique. Donc si vous aimez les romans historiques et si vous avez envie de vous plonger dans cette histoire, allez-y parce que c'est juste magnifique. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille très fortement. Donc Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiesmann aux éditions Faubourg Marigny. Et en dernier, j'ai lu aussi un très très bon bouquin. J'ai lu le livre de Chris Whittaker, Duchesse, aux éditions Pocket, qui a été aussi une très très bonne lecture. Alors, nous sommes avec Duchesse, une petite fille de 13 ans qui n'a pas de père, qui a une mère qui part un petit peu à la dérive et qui a un petit frère, Robin. Voilà. Et comment expliquer ça? Duchesse a pris le rôle de mère vis-à-vis de Robin. Parce que sa mère est alcoolique, elle est dépressive. Mais il y a une raison à ça. C'est qu'il y a des années de cela, malheureusement, la sœur de la mère de Duchesse, Sissi, est décédée. Et en fait, la mère de Duchesse, Star, n'a pas réussi à en faire son deuil.
Elle est toujours en train d'y penser. Elle ressasse les événements encore et encore, ce qui fait que bah, elle boit pour essayer d'oublier. Et en fait, ce qui va se passer dans cette histoire, c'est que le coupable de la mort de la mère, de la sœur, pardon, de, de Star, enfin oui, de Star, je me trompe pas, va sortir de prison après 30 ans en prison. Et cet homme n'est autre que Vincent King, qui était à l'époque le petit ami de Star et qui a été reconnu coupable du meurtre de Sissy, donc sa petite sœur. Et, c'était vraiment lui le coupable en fait. Il va nous expliquer, à un moment donné, on va avoir cette révélation, on va comprendre ce qui s'est réellement passé. Et il va y avoir plein de beaux personnages dans cette histoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Duchesse est assez dure. Elle est dure au niveau de son caractère parce qu'elle veut protéger les gens qu'elle aime, surtout son petit frère, qui est adorable. Elle ne veut pas qu'il... Elle veut tout faire pour qu'il ait une belle jeunesse, même si c'est une famille très très pauvre. Hein. Il faut savoir que Star fait des petits boulots par-ci par-là, dans des bars. Alors les enfants vont à l'école. Duchesse est... Elle est pas bête, elle est très très intelligente. Elle comprend malheureusement le monde beaucoup plus tôt qu'elle ne devrait. Elle n'a pas vraiment d'enfance, vu qu'elle doit s'occuper de son petit frère. Et le fait que Vincent King sorte de prison, c'est pas une très très bonne nouvelle. Mais il va se passer un événement dans cette histoire et malheureusement la vie de Duchesse et de son frère Robin va relativement changer et pas vraiment bien malheureusement. Et heureusement pour eux, ils sont soutenus par un agent de police qui fait tout pour les protéger aussi, qui leur ramène de la nourriture quand la mère ne peut pas les nourrir, qui s'appelle Walk, qui est le shérif donc, de cette petite ville de Cap Haven, qui se trouve en Californie. Et voilà, et donc on va suivre la vie de Duchesse et de son petit frère et de cette mère qui part à la dérive et de toute cette histoire. Et au fur et à mesure, donc, le fil va se dénouer et on va petit à petit comprendre ce qui va se passer et comment le destin de Duchesse et de Robin va changer. Malheureusement, alors tu te dis, la vie elle est dure, mais tu te rends pas compte à quel point il y en a qui en chient. Parce que Duchesse et Robin n'ont vraiment pas de bol, et c'est le peu de le dire. Alors ce roman est noir, ce roman est dur, ce roman est émouvant. Il est magnifique, il se lit très très bien, très facilement. Moi j'ai tourné les pages à une vitesse phénoménale, et pourtant il fait plus de 500 pages, ouais, un peu plus de 500 pages. Mais c'est juste magnifique. L'auteur nous raconte cette histoire d'une main de maître. Alors je sais pas où il a trouvé l'histoire, mais il l'a très très bien trouvée et c'est juste magnifique quoi. J'étais plongée dans l'histoire, je voulais pas quitter Duchesse et son petit frère. Ces deux personnages magnifiques. Duchesse a son caractère, hein. Comme je vous l'ai dit, elle est farouche, elle est dure, elle est... Mais on ne peut que l'aimer. Après ce qu'elle vit, on ne peut que l'aimer. On a envie de la prendre dans nos bras et de lui dire t'inquiète pas. À un moment donné, ça va aller. Ta vie, elle va changer. Tu vas avoir du bonheur et ça ira. Mais elle en chie, hein. Ils en chient tous les deux, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, à un moment donné, ça va s'arrêter, une catastrophe. Et il y a des petites couleurs dans ce roman. Il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de noir, mais il y a aussi un petit peu de couleur. Voilà, ils ont un petit peu de couleur dans leur vie. Même si ça dure pas vraiment longtemps. Même si Duchesse a très très peur. Comment dire, elle a peur de perdre son petit frère, parce que son petit frère et lui, c'est à la vie à la mort en fait. Hein. C'est vraiment... c'est la petite maman. Et, euh, et à 13 ans, c'est pas normal, en fait. À 13 ans, c'est pas normal. Elle devrait pas... Elle devrait vivre sa vie de petite fille de 13 ans. Et ne pas avoir besoin de s'occuper de son petit frère, qui a quoi, 6-7 ans.
Il doit avoir 6-7 ans. Mais son petit frère est... Oh, il est mignon, ce petit gamin. Tu l'imagines, il est adorable. Il est vraiment adorable. C'est deux gamins... deux gamins adorables. On les aime tout de suite. Et même tous les personnages de l'histoire, hein, même ceux qui pourraient paraître détestables, on les aime quand même. Et ça nous pose aucun problème. Donc si vous avez vraiment envie de lire une belle histoire, une histoire noire avec du suspense, mais tellement belle, allez-y, lancez-vous parce que ça vaut le coup. Donc Duchesse de Chris Whittaker aux éditions Pocket. Voilà pour mon bilan de lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que vous avez repris cette semaine d'une main de maître. Bon courage pour ceux qui travaillent, ou qui retravaillent. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.